c'est une pré-série A. Il ne s'agit pas de la première série de travail. C'est une série, comme j'ai dit, il y a des exercices élémentaires, mais c'est une pré-série A. C'est pourquoi c'est noté série numéro 0. C'est pour vous permettre de vous entraîner rapidement. Alors, donc, par rapport à ce problème-là, donc, de Cauchy que nous avons, la première chose, c'est d'écrire le problème de Cauchy sous sa forme canonique. Hein. Nous avons la forme que nous avons vue, donc d'écrire sa forme canonique. Donc, évidemment, nous allons pouvoir écrire donc f de t, x, ou bien y, peu importe, égale à, d'après l'expression que nous avons ici, y' égale t plus y. Donc f de t va être t plus y. Donc, c'est tout. Donc, la formulation méthode d'Euler explicite, je peux intégrer l'équation différentielle avec la même méthode. Je peux utiliser la formule directement. Bien sûr, ça revient au même. Donc, l'équation différentielle y' égale t plus y. J'intègre cette équation entre, ici, on nous demande de calculer t, y0, y1, y2, y3. Donc, je vais déterminer la valeur. La discrétisation, il est fait ici avec un pas h. L'intervalle, c'est 0,1. D'accord? L'intervalle, c'est 0,1. Le pas, c'est h égale à 0,1. Donc, normalement, j'ai ici le grand N qui est égal à 10. D'accord? 1 moins 0 sur 10, c'est 0,1. On n'a pas besoin d'utiliser l'ensemble des YI parce qu'ici, on nous demande juste de calculer les 4 premières valeurs. Donc, je vais considérer le problème de Cauchy, l'intégrer entre TI, TI plus 1 d'une manière générale pour obtenir une relation de récurrence. TI plus 1, Y' ds, qui est égal à TI, TI plus 1, T plus, plutôt S, plus Y de S. ds. Donc ici, ça me donne Y TI plus 1, moins Y de TI, égale, et là, j'utilise toujours Euler explicite, ça veut dire rectangle à gauche. Donc, j'utilise la formulation avec la valeur à gauche, qui est TI, plus Y de TI. Ce qui va me rester, c'est ds. La primitive de ds, c'est S. TI plus 1 moins TI, c'est H. D'accord? Donc, je vais passer aux approximations maintenant. YTI plus 1, c'est YI plus 1. Moins, plutôt égal, YTI, c'est YI. Plus H, c'est 0,1. Fois TI plus Y de TI, c'est encore YI. Donc, je peux développer et arranger. J'ai YI ici, j'ai 0,1 YI ici. Donc, et là, j'ai TI fois 0,1. Donc, c'est 0,1 TI plus 1,1 YI. Là, c'est YI plus 1. Évidemment, j'ai une condition initiale. Cette condition initiale, c'est Y de 0 égale à 1, je pense. Voilà. Donc, comme il n'y a pas d'approximation, ben, je vais écrire Y indice 0
égale à 1. C'est la valeur exacte. Donc, maintenant, le schéma numérique Euler explicite, c'est que yi plus 1 égale à 0,1 ti. Si vous avez une remarque ou si vous constatez qu'il y a erreur de calcul quelque part, vous pouvez donc me le dire. Hein. C'est un calcul que je fais donc directement sur le tableau, donc il est possible donc, que j'oublie quelque chose. Donc si vous remarquez qu'il y a quelque chose à rectifier, vous me dites tout de suite, vous ne laissez pas jusqu'à la fin. Plus 1,1 yi avec y0 égale à 1, bien sûr. Donc, voilà le schéma numérique. Bien sûr, nous avons dit que l'intervalle i, alors, oui, l'intervalle i est égal à 0,1, h est égal à 1 moins 0 sur grand N égal à 0,1. Ça veut dire que grand N est égal à 10. Donc, ce schéma-là, il est valable évidemment pour i égale à 0 à 9. Il ne faut pas l'oublier. Hein? La solution, elle est ou bien locale, au voisinage de T0, X0, ou bien la solution est globale sur un intervalle. L'intervalle ici, c'est 0, 1. Donc, nous ne pouvons pas dire que YE est une suite récurrente numérique, c'est-à-dire on peut calculer Y50 ou Y100. Non, la solution, elle est globale, mais sur l'intervalle donné, 0, 1. Donc, il faut bien déterminer les valeurs qu'il faut utiliser. Les valeurs qu'il faut utiliser, c'est i allant de 0 à 9, comme ça on aura y1 jusqu'à y10. y0 est donné et on aura l'ensemble des valeurs par rapport à la discrétisation de l'intervalle 0,1. Voilà donc la méthode d'Euler explicite, directe, progressive, c'est-à-dire là j'ai y0 égale à 1. Je vais pouvoir calculer y1. Je remplace ici. J'aurai 0,1. Alors, bon. T0 égale à 0. T1 égale à 0,1. T2 égale à 0,2. T3 égale à 0,3. Y0 égale à 0, égale à 1. Y1 égale. Je remplace ici. J'aurai 0,1 T0 plus 1,1 Y0. Bien sûr, il faut calculer tout ça. 0,1. T0, T0 c'est 0. Et Y0 c'est 1. Donc ici, j'aurai 1,1. Si vous constatez qu'il y a quelque chose à vérifier dans le calcul, vous me le dites. Hein, Y2, je n'ai pas de valeur calculée devant moi. Je le fais au même niveau que vous. Oui? Est-ce que vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît, par rapport à T1, T2, je n'ai pas bien compris. Ça m'a pas. Alors, ici, nous avons l'intervalle, c'est 0,1. Voilà, juste un instant. Bien. Donc, l'intervalle, ce que nous avons sur un intervalle AB quelconque, on veut discrétiser par rapport à n sous-intervalle. Donc, on fait quoi? On fait H égale à B moins A sur grand N. Et puis, on note TI égale à T0 plus IH. Ça va nous donner des points de T0 jusqu'à Tn. D'accord? C'est le schéma que nous avons vu tout à l'heure. Bon, je vais le reproduire ici. Voilà. J'ai l'intervalle AB. Je veux toujours, ça c'est l'intervalle AB. Et une discrétisation, c'est quoi? Je veux des points TI tels que T0, c'est la première extrémité. T grand N, c'est la dernière extrémité. Et là,
j'ai des pas uniformes, la même valeur H. Regardez, j'ai combien de points ici? J'ai n plus 1 point. Mais j'ai seulement n sous intervalle. Il ne faut pas oublier ça. N sous intervalle. De 0 à 1, c'est le premier. De 1 à 2, c'est le deuxième. Donc, j'ai n sous intervalle. Je prends l'amplitude de l'intervalle AB. Je le divise par n pour obtenir l'amplitude de chaque sous-intervalle ici, qui est h. Donc, h, c'est b moins a sur n. TI, c'est h, c'est a ou c'est T0, plus IH. T1, il est là. T2, il est là. Donc, pour T1, j'ajoute H. Pour T2, j'ajoute 2H. Et ainsi de suite. Pour Tn, j'ajoute NH. Mais comme H, c'est B moins A sur N, je multiplie par N. Ça va me faire B moins A. A plus T0, c'est A. A plus B moins A, c'est B. Donc, ça me donne exactement les N plus 1 point de cette discrétisation. Donc, la discrétisation, elle est Merci beaucoup. dans notre exemple, oui, dans notre exemple, elle nous donne l'intervalle AB, c'est 0, 1, mais elle ne donne pas le grand N, elle nous donne H, qui est égal à 0, 1. Donc, j'ai fait quoi? J'ai dit H égale à B moins A sur N. Maintenant, j'ai transformé l'inconnu en N. Donc, j'ai dit 0, 1 égale 1 moins 0 sur N. Évidemment, ça me donne N égale à 10. D'accord? Donc, j'aurai de T0 à T10. C'est là ma discrétisation. J'aurai 11 points, 10 sous-intervalles. Je dois déterminer une approximation de Y, la solution exacte YT, en chaque point TI. D'accord? Donc, j'ai fait quoi? J'ai intégré sur un intervalle que je note TI plus 1, je peux appliquer directement la formule. La formule, il me dit quoi? Si vous voulez, là, je vous ai dit tout à l'heure que vous pouvez soit réintégrer l'équation différentielle, soit appliquer la formule. La formule me dit quoi? Xn plus 1 ou bien Yn plus 1 égale, ou I plus 1, ce que vous pensez la même chose, égale Yi plus H f de T, Y, I. TI, YI. Donc, YI plus H, c'est 0,1. F de TI, YI, c'est ce que nous avons déterminé depuis le début, c'est TI plus YI. C'est la fonction F qui définit le problème de Cauchy. Donc, je regroupe ici les TI, ça me donne 1,1 YI plus 0,1 TI. Ça, c'est YI plus 1. C'est la relation sorte de récurrence qui me permet de calculer le rang I plus 1 à partir de I. Évidemment, ici, il me demande de calculer Y0, il n'y a aucun calcul à faire, c'est la valeur initiale, égale à 1. Y1, je remplace, c'est 1,1 Y0 plus 0,1 T0. Mais T0, c'est quoi? C'est 0. Y0, c'est 1. Donc, ça me donne 1,1. Ensuite, je vais refaire la même chose, mais pour 2. Y2 égale à 1,1 Y1 plus 0,1 T1. T1, c'est quoi? 0,1. Y1, c'est 1,1. Donc, faites les calculs. Vous allez me dire que c'est combien vous avez besoin. Donc, une calculatrice. C'est comme ça qu'on va calculer ces valeurs-là. D'accord? 1,1 fois 1,1. Alors, voilà, j'essaie de trouver une calculatrice. Bien. Si quelqu'un a déjà calculé la valeur, bien sûr, il peut me donner la valeur. 1,21 pour la première, plus 0,01, je pense.
Donc, mes calculs sont exacts, ça me donne 1,22. Est-ce que quelqu'un a déjà calculé ces valeurs-là? Vous pouvez aussi écrire vos réponses dans le volet discussion. Si vous faites les calculs, vous pouvez donc partager les valeurs avec vos camarades, comme ça, nous pouvons tous vérifier. Ensuite, Y3. Ben, maintenant, c'est clair, c'est 1,1 fois 1,22 plus 0,1 fois 0,2. C'est T2 cette fois. D'accord? J'aurai cette valeur-là. Il faut calculer cette valeur-là. Et ainsi de suite. On nous demande de calculer combien de valeurs jusqu'au Y3. Donc, Y3. Bon, on va calculer quand même la valeur pour pouvoir comparer par la suite. Si vous avez voilà 1,32, vous écrivez quel indice? J'aimerais bien que vous écrivez quel indice, parce que j'ai 1,32, j'ai 362, 1,362. C'est pour quel indice? Est-ce que c'est Y1, Y2 ou Y3? Y3, monsieur. Égal à 1,632. 362, tu veux dire? Oui, 362. Oui, monsieur. Merci. Voilà. Merci. Voilà, donc 1,362. Parfait. 362. Voilà les valeurs. Bien sûr, c'est un calcul que vous pouvez tous faire. Hein. Il y a pas, c'est un calcul élémentaire. Maintenant, la deuxième question, c'est quoi? La deuxième question, c'est sachant que la solution exacte est donnée par YT égale à 2T moins T moins 1. La solution exacte, on connaît ici, YT égale 2 exponentielles T moins T moins 1. 2 exponentielles T moins T moins 1. Bon, Y0, évidemment, il faut faire la différence, et c'est là la compréhension. C'est comme ça qu'il faut comprendre donc la différence et l'utilité des schémas numériques. Ici, nous avons les TI, le fameux tableau de tout à l'heure, les Y de TI et les YI. Nous avons 0, T0, 0,1 qui était 1, 0,2 qui était 2, 0,3 qui était 3, et ainsi de suite, jusque 1 qui était 10. Bon. Y T0, c'est Y de 0. Je fais les calculs. Lorsque j'ai Y2, c'est la fonction Y qui est la solution exacte. La solution exacte, elle est donnée par 2 exponentielles T moins 1. Je remplace, j'aurai exponentielle 0, c'est 1, 2, 0, moins 1, c'est exactement 1. Donc, j'ai la valeur exacte, c'est 1. J'ai la valeur approchée, c'est aussi 1. Et c'est comment j'ai obtenu la valeur exacte, c'est Y de 0. Ici, c'est la condition initiale. Y1, ici, Y de T1. Je vais calculer Y de 0,1 égale 2 exponentielle 0,1 moins 0,1 moins 1. La valeur approchée, je l'ai déjà calculée, c'est 1,1. Ça, c'est la valeur approchée. La valeur exacte, est-ce que quelqu'un peut nous donner cette valeur? 2 exponentielle 0,1 moins 0,1 moins 1. Ça va de soi de dire que c'est un cours d'analyse numérique. Au moins, au début, il y aurait donc un peu de calcul pour comprendre. D'accord? Au début, il y aurait un peu de calcul pour comprendre.
Voilà, j'ai votre camarade ici qui a trouvé 1,11,034 et j'ai votre camarade qui a trouvé aussi 1,11,0. Là aussi, ça me donne l'opportunité de discuter des valeurs. Lorsqu'on fait l'analyse numérique, eh bien, il faut faire attention au calcul, il faut faire attention aux valeurs approchées, il faut faire attention au niveau d'erreur requis. Si je considère la réponse de votre deuxième camarade ici, dans Jayen, donc j'aurai un 11. Un 11, c'est exactement la solution, la valeur approchée que j'ai trouvée tout à l'heure. C'est quand il n'y a pas d'erreur. Mais en fait, si je considère la réponse complète donnée par Al-Fadeli, ben, je vais 1,11, mais 0,34 par la suite. D'accord? Donc l'erreur, elle va être, on va être renseigné sur l'erreur qu'il y a entre les deux valeurs. C'est pourquoi, bah, c'est ça, ici, c'est on va dire un TD, un TP. J'aurai 1,11034, ainsi de suite. Bien sûr, j'étais en train de dire, s'il s'agit d'un exercice un peu plus complet, plus sérieux, on va vous demander de prendre les valeurs approchées à un certain niveau, c'est-à-dire faites les calculs, 4 chiffres après la virgule, et en précisant la méthode de troncature. Je pense que ce n'est pas nécessaire que je revienne sur cela. Est-ce qu'il s'agit de troncature par défaut? Est-ce qu'il s'agit de troncature par excès? Est-ce qu'il s'agit voilà, d'un arrondi? Donc, il faut faire très attention. En analyse numérique, ce n'est pas la même chose. Hein? Il faut préciser ces réponses-là. Pourquoi il est important ici de donner la réponse sous forme de 1,11,034 et non pas seulement 1,11, ne pas seulement deux chiffres après la virgule. Voilà. La valeur rapprochée, on trouve 1,10, mais dans la valeur exacte, on trouve 1,11. Oui, c'est vrai. D'accord? Alors, la valeur exacte, 1,10. Est-ce qu'on doit revenir pour vérifier cette valeur-là? 1,11. Moi, je prends toutes les celui-ci. Alors, non, ce n'est pas 1,10 parce que Y1, regardez la formule. Nous avons ici YI et nous avons ici 0,1 YI. Ça fait 1,1 YI plus 0,1 TI. Comme Y0 c'est 1, pour obtenir Y1, j'aurai 1,1 fois 1, c'est 1,1. Et là, T0 c'est 0, donc j'aurai 1,1 et non pas, bon, 1,1, oui c'est vrai. Et l'autre, bah oui, je ne sais pas pourquoi j'ai dit non, ce n'est pas la même chose, oui, 1,1, ce qui a été dit par votre camarade, et l'autre c'est 1,11, oui, on peut dire ça. On peut dire un 11, on peut dire un 11,034. Ça dépend du niveau d'exactitude qu'on veut donc obtenir. L'essentiel, c'est que ce n'est pas la même valeur. Et donc, on constate quoi? Qu'il y a une différence. Cette différence, c'est ce qu'on appelle l'erreur ponctuelle. L'erreur ponctuelle, c'est E au point TI. L'erreur ponctuelle au point 1, T1, c'est quoi? C'est la valeur absolue toujours, la différence en valeur absolue, de quoi? De la valeur exacte par rapport à sa valeur approchée. Ici, nous allons trouver 0,01, 0, 3, voilà. Donc, je peux dire, l'erreur ici, elle est de l'ordre 10-2. Pourquoi cette erreur elle est importante? Parce que l'erreur ne prend pas de valeur absolue. Ça dépend des données que je suis en train d'utiliser. Si ce problème-là est une modélisation, on va dire, d'un problème de génie civil, Tarkan et tout, et puis quelqu'un, un ingénieur, fait les calculs, estimation, valeur exacte et tout, et il trouve, bah, il a commis une erreur de 10-2, c'est-à-dire 0,01 mètre, qui est 1 centimètre sur un tronçon de route. Est-ce que c'est la même chose que cette même erreur, mais
trouvé par un physicien qui est en train de travailler sur des composantes électroniques? Évidemment, non. Parce que le 0,001 même millimètre, c'est grave lorsqu'on travaille sur des composantes électroniques intégrées. Donc, l'erreur, il faut bien comprendre la signification, mais il faut comprendre l'utilité de l'erreur, c'est donc lorsqu'on travaille sur des problèmes appliqués. Évidemment, là, c'est un problème mathématique, on calcule l'erreur et c'est bon. Mais lorsqu'on travaille sur des problèmes appliqués, lorsque la valeur approchée s'éloigne d'une certaine manière de la valeur exacte, nous pouvons obtenir ou rencontrer des difficultés. Pourquoi? Parce que peut-être que l'erreur n'est pas donc permise, n'est pas autorisée. Donc, il faut comprendre donc, la signification de l'erreur. Ici, c'est une fonction. Donc, l'erreur, c'est une erreur ponctuelle. C'est-à-dire, j'ai l'erreur par rapport à T1, je vais calculer par la suite l'erreur par rapport à T2. Bon, l'erreur par rapport à T0 est égale à 0. Il n'y a aucune marge d'erreur. 1 et 1. Donc, c'est pourquoi? Parce que c'est la condition initiale. C'est une valeur qui est exacte. Nous n'avons pas fait d'approximation. L'erreur au point T1, nous avons trouvé une valeur 0,0103. Nous pouvons aussi calculer l'erreur au niveau T2. Donc, ça va être la valeur exacte moins la valeur approchée. La valeur approchée, nous l'avons déjà calculée tout à l'heure, 1,22. La valeur exacte, elle va être égale à 2 exponentielle moins 0,2, d'accord, moins 0,2, moins 1. Est-ce que quelqu'un a calculé cette valeur? Monsieur, Oui. la valeur exacte de YD, c'est 1,32. Vous l'avez calculé? Oui, non. Merci. La valeur exacte de YD. Oui, Ce c'est n'est pas 1,32. son erreur. 1,32. Nous n'avons pas écrit la valeur exacte de Y2. Pour calculer l'erreur en T2, c'est sa Oui. valeur exacte moins sa valeur approchée, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous arrivez à voir le tableau là? Oui. Oui. Alors, YT2, c'est cette valeur-là. Et tu as dit que c'est 1,32. Je suppose que tu as fait ce calcul. Parce que moi, je n'ai pas calculé. 1,362. Non, mais là, vous êtes en train de confondre la valeur exacte et la valeur approchée. Ah, ok, merci pour ça. Oui. Vous voyez? Désolé, monsieur. Non, il n'y a pas de problème. Bien sûr, là, vous devez poser vos questions. Regardez, là, encore une fois, nous avons deux valeurs. Les TI, c'est la discrétisation. Oui. D'accord? T0 égale à 0, T1 égale à 0,1, T2 égale à 0,2 et T3 égale à 0,3. Après, il y aurait jusqu'au T10, mais nous, on veut faire les calculs juste pour ces points-là. Nous avons ici Y de TI qui est égal à, d'après les données de l'exercice, 2 exponentielles TI moins TI moins 1. Là, il faut les calculer directement, c'est une fonction. Il faut remplacer par 0, nous allons obtenir 1. Ensuite, il faut remplacer par 0,1 et nous allons obtenir la valeur donnée par vos camarades tout à l'heure, 1,11034. Pour Y2, Y2T2, ben, il faut calculer cette valeur. Comment? Ben, je remplace ici par 0,2. Par contre, j'ai les approximations. L'approximation Y0, c'est 1. L'approximation ici, c'est quelle valeur? Je l'ai déjà calculé plus haut. Je vais revenir sur le slide d'avant. Voilà la valeur Y1. Je l'ai calculé par récurrence avec la méthode d'Euler. D'accord? Donc, la valeur ici, c'est 0,1, c'est 1,1. Bien. Voilà. La valeur ici, je l'ai déjà calculée. C'est cette valeur-là.
Alors, oui, alors c'est cette valeur-là. Et Y3, les approximations là, c'est cette valeur-là. Donc, je vais remplacer ici 1,22 et 1,362, d'après les calculs que vous m'avez donnés. Maintenant, il reste cette valeur-là. Cette valeur, c'est une valeur exacte, image par la fonction y. Donc, yt2 égale y de 0,2 égale, d'après les données que nous avons, 2 exponentielle 0,2 moins 0,2 moins 1. Bon, nous allons calculer cette valeur quand même pour pouvoir avoir une idée. Alors, exponentielle 0,2 multiplié par 2 moins 1,2. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a trouvé cette valeur, mais moi, sur ma calculatrice, je peux lire 1, 24, 28. D'accord? Donc, la valeur ici, c'est une valeur approchée, évidemment, tronquée. 1, 24, 28. Et je vais faire la même chose ici. D'accord? Pour compléter ce tableau, je dois calculer YT3, qui est égal à 2 exponentielle 0,3 moins 0,3 moins 1. Je calcule cette valeur-là. Maintenant, revenons à l'erreur. L'erreur au point ponctuel, c'était l'erreur, il est calculé point par point parce que pour le moment, nous n'avons pas une estimation de l'erreur globale par rapport à toute la fonction. L'erreur au point T0, j'ai dit, c'est la valeur absolue de YT0 moins Y0, et c'est 0, il n'y a aucune erreur parce que c'est la condition initiale. L'erreur au niveau T1, point T1, c'est YT1 moins Y1. J'ai les deux valeurs ici, c'est valeur absolue de 1, 11, 0, 34, moins 1,1. Donc, l'erreur, elle est de l'ordre de, voilà, 0,01034. Si je veux l'ordre ici, c'est 10 moins 2. Donc, je peux dire que l'erreur, elle est d'ordre 10 moins 2. Alors, ensuite, pour Y2, ou l'erreur au point T2, l'erreur au point T2, c'est quoi? C'est Y de T2 moins Y2. Regardez, la valeur exacte, la valeur approchée, égale la valeur exacte. Nous avons trouvé 1,2428 moins la valeur exacte, nous avons trouvé 1,22. Donc, c'est 0,0228. Regardez l'erreur ici. Est-ce qu'il est toujours de 0,1? Est-ce que je peux dire l'erreur, elle est d'ordre 0,1? Il est d'ordre 10 moins 2, c'est-à-dire 0,01. Non, l'erreur, elle est d'ordre 2 fois 10 moins 2. Regardez ici le 2 qui est là. 10 moins 2, c'est 0,01. Et là, c'est 2 fois 10 moins 2. Donc, regardez, l'erreur, il a pratiquement doublé. L'erreur a pratiquement doublé. 0,01, 0,34 et l'autre, c'est 0,02. Quelle est l'explication? Pourquoi l'erreur? Je peux faire les calculs pour 3 et je vais trouver qu'il va encore être plus important. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce que nous avons dit tout à l'heure sur la propagation et l'accumulation des erreurs. Regardez ce que nous avons ici. Nous avons Y0, c'est une valeur exacte. Mais lorsque nous avons calculé Y1,
nous avons fait quoi? Une approximation de l'intégrale. Ce n'était pas la valeur exacte. Nous avons remplacé l'intégrale par rectangle à gauche. D'accord? Donc, c'est une approximation. Ça donne marge d'erreur ici à calculer. Maintenant, pour y2, encore pire. Pourquoi? Parce que j'ai la même approximation par rapport à l'intégrale, mais j'ai utilisé une valeur approchée au lieu de la valeur exacte, qui est y de t1. Donc, ça fait deux sources d'erreur. L'autre que Jimlena. Donc, c'est une accumulation de l'erreur. Et imaginez si vous continuez à calculer jusqu'à 50, jusqu'à 100. Ben, cette petite accumulation d'erreurs peut finalement devenir une grande marge d'erreur qui va nous éloigner de la valeur réelle, la valeur exacte. C'est pourquoi, un peu plus tard dans ce cours, nous allons parler de la consistance des méthodes, nous allons parler de la convergence des méthodes. Comment assurer que cette accumulation et propagation de l'erreur ne va pas induire à une solution approchée qui n'a rien à voir avec la solution exacte. Comment contrôler tout ça? Il y a beaucoup d'interprétations, beaucoup de lectures. Pourquoi? Parce qu'en faisant de l'analyse numérique, et ça c'est très important, nous sommes en train de faire deux disciplines, voire trois en même temps. Nous sommes en train de faire des mathématiques. C'est pourquoi il faut faire des démonstrations, des théorèmes et tout. Nous sommes en train de faire de l'algorithmique. Ici, nous sommes en train d'imaginer des méthodes de calcul. C'est l'algorithmique. Comment je vais calculer les solutions, comment je vais obtenir I10, ben, je dois calculer I9, comment je vais obtenir Y10, je dois calculer Y9, et pour Y9, c'est Y8, je dois commencer à Y0 et appliquer les calculs d'une manière progressive et récurrente. Voilà. Donc, c'est en fait l'algorithmique ici. Et je ne dois pas oublier une partie d'informatique. Pourquoi? Parce que la valeur exacte, dès qu'on introduit une valeur exacte sur machine, après, on utilise une valeur approchée, les erreurs machine. Regardez, il y a combien d'erreurs ici. Il y a l'erreur d'approximation par l'intégrale, par le rectangle à gauche. Il y a l'erreur qui consiste à remplacer la valeur exacte par la valeur approchée. Et il y a l'erreur qui consiste à remplacer la valeur elle-même approchée par une troncature de valeur approchée. Il y en a l'opération de la calculatrice, ça ne donne pas 0,01034. Ça nous donne 0,01034 et d'autres chiffres. Nous les avons tronqués. Cette opération de troncature, c'est une erreur encore. Donc, cette accumulation d'erreurs, c'est pourquoi ici on vous dit comparer les erreurs par rapport à I. On va constater que, nous avons constaté que l'erreur de 1 à 2 a doublé. Et peut-être que de 2 à 3 va doubler encore, voire quadrupler, qui sait? Il faut faire les calculs pour le savoir. Et là, ça vous donne déjà une vision de ce que c'est l'analyse numérique. C'est une discipline qui n'est pas du tout facile. Il y a des mathématiques, certes, il faut rester dans la logique mathématique, les démonstrations, la fiabilité des résultats, ça c'est de 1. Il faut penser d'une manière algorithmique, c'est-à-dire c'est des schémas de calcul qu'il faut imaginer comment écrire ces algorithmes. Et puis, il faut penser à tout ce qui est gestion d'erreurs et tout, qui est un travail plus ou moins lié à l'informatique. Donc, il faut faire très attention par rapport à ces éléments-là. Voilà. Donc, comment varier cette erreur en fonction de I? Je vous laisse faire la troisième vérification, mais je peux vous dire ici que l'erreur est croissante. La réponse va être que l'erreur est croissante. C'est-à-dire, dès que j'avance dans les calculs, l'erreur va augmenter de plus en plus, dû à quoi? Dû à la propagation. Chaque erreur commise à l'instant I, il impacte l'instant I plus 1. Donc, c'est la propagation. Et puis, l'accumulation. À chaque niveau, nous avons plusieurs types d'erreurs. On a l'erreur, l'approximation de l'intégrale. Nous avons l'erreur qui est due à le fait que je remplace une valeur exacte par une valeur déjà approchée. Et il y a troisième erreur qui vient des troncatures. Je remplace une valeur
exact qui contient peut-être un nombre infini de décimaux après la virgule, et je remplace par 2 chiffres ou 3 chiffres après la virgule. Donc, c'est aussi l'erreur. Et ainsi de suite. Donc, c'est l'accumulation et la propagation. D'accord? L'accumulation, c'est que j'ajoute l'erreur, les erreurs qui arrivent de différentes donc, sources, ben, ils sont accumulés, qui jumellent. Et puis, il y a la propagation. L'erreur fait le niveau, et l'impact le niveau suivant, et ainsi de suite. Donc, c'est pourquoi l'étude de l'erreur des méthodes ou des schémas numériques, il est très important. Ça, nous allons voir quelques théorèmes qui vont nous permettre de, surtout, d'obtenir des majorations. Parce qu'ici, on ne peut pas continuer à faire le travail comme ça. On peut pas. Pourquoi? Pour la simple raison que ici, c'est un simple exemple avec la solution exacte qui est connue. Et je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas donc toujours au contraire, c'est lorsque j'ai la solution exacte, ben, je ne peux faire de calcul approché que pour comparer. Mais le vrai problème, c'est que lorsque vous avez un problème mathématique, un problème de Cauchy, dont on ne connaît pas la méthode, nous n'avons pas une méthode pour trouver la solution exacte. D'accord? Et ça figure dans une modélisation d'un problème de biologie, de physique, un problème d'économie, de finance ou autre. Alors, les chercheurs ou les gens qui travaillent avec cela, ils ne vont pas regarder ce problème mathématique et attendre des années pour qu'on puisse trouver une solution exacte. Non, ils font quoi? Ben, ils passent par les méthodes et les schémas numériques. Pourquoi? C'est pourquoi il faut s'assurer que l'erreur ne va pas induire à des résultats qui ne sont pas fiables. Si les erreurs s'accumulent et se propagent d'une manière donc non contrôlée, ben on aura des valeurs à la fin qui n'ont aucune relation avec la valeur exacte. C'est pourquoi nous aurons des théorèmes effectivement qui vont nous permettre de gérer ces éléments-là. D'accord? Alors, voilà, donc, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport j'appellerai même pas un exercice, attention, oui, là c'est 1-242, 24-28, mais voilà, 24-28, plusieurs parmi vous ont trouvé 24-28, je suppose c'est Y de T3, voilà. Sauf Hamza, donc 1,04,28, je ne sais pas, c'est. Bah, prenez l'habitude d'écrire. Voilà, c'est bon. 1,24,28, voilà. Donc 1,24,28, c'est Y3. Donc, l'erreur, encore une fois ici, 1,24,28, voilà. 1,24,28, ici. 1,24,28. Et bien sûr, l'erreur, c'est la différence entre les deux. Et nous allons trouver encore 0, cette fois-là, c'est même pas 0,0 quelque chose, c'est 0, directement 12. 0,12. Regardez 0,12, c'est même pas l'ordre 10 moins 2, même multiplié par une constante, non. 0,12, c'est l'erreur d'ordre 10 moins 1. L'erreur n'a pas été seulement doublée, n'a pas doublé à ce niveau-là. Elle est multipliée par 5 peut-être pour obtenir 0,1. Voilà. On passe de l'erreur 0,01 à l'erreur 0,02, puis à l'erreur 0,1. C'est que la propagation, elle est forte. Si vous voulez essayer de continuer les calculs jusqu'au 8 ou 10, vous allez peut-être trouver une unité. Le farq يكون واحد ou أكثر من واحد ماشي غير après la virgule. D'accord? C'est pourquoi il faut faire très attention par rapport à ces concepts-là. Donc, cette activité a pour objectif, ce n'est pas un vrai exercice de votre niveau. Je vous le dis, je vous ai déjà dit ça. Ce sont des exercices que je donne au niveau S3, S4 pour d'autres filières qui ont un modèle d'analyse numérique.
Donc, ce n'est pas vraiment un exercice, on va dire, niveau S6, mais ça vous permet de vous familiariser avec la méthodologie de travail et avec ces éléments-là. Alors, cette série, comme je vous ai dit, je vais la déposer sur modèle demain ou après-demain maximum. Maintenant, je vais passer directement à cet exercice 3. On va prendre une dizaine de minutes avant de terminer cette séance. Alors, ici, rappelez-vous, au début, ce que je vous ai dit, un problème de Cauchy, lorsqu'il admet une solution unique, et on veut obtenir des schémas, ben on considère l'équation y' égale à f de ty ou bien x' égale à f de tx. Et je vous ai dit qu'il y a deux méthodes. Une méthode basée sur l'intégration numérique et une méthode basée sur les différences finies. Différence finie, c'est une manière un peu, on va dire, même parfois grossière, mais bon, c'est-à-dire qui n'est pas très exacte, qui nous permet de calculer des valeurs rapprochées de la dérivée. Rappelons la définition de la dérivée. F', lorsqu'une fonction est dérivable, f' de x0, nous avons plusieurs définitions. La limite lorsque x tend vers x0 et tout. Non, je vais prendre la limite avec h. La limite lorsque h tend vers 0, de quoi? De f de x0 plus h, moins f de x0 sur h. C'est ce qu'on appelle une différence divisée. C'est f de x0, c'est une différence finie. F de x0 plus h moins f de x0 sur h. Ou je peux considérer la limite lorsque h tend vers 0 de f de x0 moins f de x0 moins h. Toujours sur h. C'est la même chose. Pourquoi? Parce que je note x, c'est x0 plus h ou bien x0 moins h. Et x, lorsque h tend vers 0, x va tendre vers x0. Ça me donne exactement la dérivée. Ou je peux même dire que c'est la limite lorsque h tend vers 0 de f de x0 plus h moins f de x0 moins h, mais cette fois sur 2h et non pas h. Parce que l'amplitude de l'intervalle ici entre les deux, x0 plus h moins x0 moins h, ça me donne 2h. Donc ces trois formules, je peux les utiliser pour obtenir une valeur approchée de la dérivée. Comment? Ben, si h est petite, très petite par rapport, je peux enlever. Oui, je peux enlever la limite, oui, exactement. Je peux enlever la limite, la formule de Taylor, au premier ordre, je peux enlever la limite et dire voilà la dérivée. Je prends exactement cette valeur-là, ou celle-là, ou la première. J'aurai parfois, on parle de dérivée à droite, dérivée à gauche et dérivée au centre. La première, c'est à droite, parce que je commence à x0, je passe à x0 plus h. La deuxième, c'est à gauche. Et la troisième, c'est au centre. Et donc, je fais quoi? Au lieu d'approcher l'intégrale, j'approche la dérivée cette fois. X' égale à f de tx. Au lieu de chercher une valeur approchée de l'intégrale de f, non, je laisse cette valeur, mais je calcule la dérivée d'une manière approchée. D'accord? Entre quoi? Toujours sur la base des points de discrétisation. J'ai T0, T1. Donc, si je veux utiliser TI, à partir de TI, je vais écrire TI plus 1. Bon, je vais écrire TI plus H. X de TI plus H moins X de TI sur H. C'est la première approximation de la dérivée. Égale f de TI xi. Bon, f de TI, x de TI. Voilà pour être exact.
Donc, au lieu de donner une valeur approchée de l'intégrale de f t x de t ou fs x de s, je donne une valeur approchée de x' de ti. X' de ti, c'est x de t plus h moins x de ti sur h, et je remplace de l'autre côté. Et ben, je fais les mêmes approximations que tout à l'heure. Ti plus h, c'est ti plus 1. Parce que nous travaillons avec une discrétisation. Donc, x de t plus 1, par approximation, c'est x i plus 1, moins xi sur h égale à f de ti, et là, c'est xi. Ben, ce n'est pas difficile de remarquer que c'est exactement la première formule, le premier schéma que nous avons vu. Pourquoi? Je multiplie par h ici, je transpose xi, j'aurai xi plus h f de ti xi. C'est exactement le schéma explicite, explicite, que je peux obtenir en utilisant, encore une fois, cette fois-là, tout à l'heure c'était avec la méthode d'intégration rectangle à gauche, là c'est par rapport à une différence finie qui donne une approximation de la dérivée. Je peux faire la même chose avec la dérivée à droite, la dérivée à gauche ou la dérivée rétrograde. Je ne vais pas obtenir la même formule, je vais obtenir l'autre formule de Tyler, c'est-à-dire la formule implicite, indirecte. Et je peux utiliser la troisième. Encore, ça va me donner donc une formule différente. Donc, les choses se rejoignent. Je peux utiliser soit les approximations d'intégrale, soit les approximations de la dérivée, et je vais obtenir donc des valeurs. Bah, regardez ici, l'exercice 3, j'ai une discrétisation des points 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est un pas h égale à 1, et j'ai leurs images. Est-ce que je peux calculer la dérivée directement? Évidemment non, je n'ai pas d'expression pour calculer la dérivée. Je ne peux pas calculer la limite, parce que f, il est discontinu, il est donné seulement au point 2, 4, 8, au point 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Donc, comment je peux calculer une valeur rapprochée de f' de 3? Ben, j'ai plusieurs méthodes. J'ai les trois méthodes. Ou bien je vais écrire f' de 3 est approximativement égal f de 4 moins f de 3 sur 4 moins 3. Ça, c'est la première méthode. Ou bien, je vais l'écrire, c'est f de 3 moins f de 2 sur 3 moins 2. C'est la deuxième méthode. Progressif rétrograde. Ou bien, je peux utiliser la méthode au centre. La méthode au centre, il me dit que c'est, je veux calculer la dérivée au point 3. Donc, c'est f de 4 moins f de 2. 2h, 2h c'est 2, mais je peux aussi écrire 4 moins 2. Voilà. Donc, c'est une autre manière de voir les choses, c'est que lorsque h prend des valeurs qui sont petites, les différences finies peuvent être considérées comme des approximations de la dérivée, et donc, du coup, ça peut nous donner une autre manière de calculer les dérivées, et du coup, au lieu d'utiliser les méthodes d'intégration pour intégrer l'équation liée au problème de Cauchy et utiliser une méthode numérique pour calculer l'intégrale à droite, on laisse le terme à droite et on utilise une méthode numérique pour calculer la dérivée qui est à gauche. Ça fait une méthode qui est tout à fait différente, mais on voit que ça donne, pour Euler, ça donne la même chose, les mêmes formules. La même formule explicite, la même formule implicite, et la formule au centre va nous donner une troisième formule qu'on va voir plus loin. Donc ici, voilà, sur ce, je vais terminer cet exercice. Sachant que f est défini par 2 à la puissance x, on calcule la dérivée exacte pour comparer et donner les formules de l'erreur. Les formules de l'erreur, il faut qu'on
ça a été dit par votre camarade tout à l'heure, utilisez Taylor. C'est pourquoi je vous ai dit au début, les cours d'analyse sont des prérequis indispensables pour ce cours. Tout ce qui est analyse des fonctions, continuité, dérivabilité, calcul intégral, formule de Taylor, développement limité, et ainsi de suite. Voilà. Est-ce que vous avez des questions?